Avec tous les avertissements concernant les rappels, les défaillances catastrophiques, les moteurs qui explosent, je n'arrive pas à croire que des gens achètent encore certains de ces véhicules très populaires. Comme on dit, on ne peut pas corriger la bêtise. Je vais vous présenter la liste des 8 pires véhicules que j'ai encore du mal à croire que les gens achètent en 2026. Allons-y maintenant. La vie est trop courte pour des voitures ennuyeuses. Un véhicule qui a toujours été très populaire, c'est la Jeep Grand Cherokee. Et beaucoup de gens l'aiment pour son espace, sa capacité et la marque Jeep. Honnêtement, cela ne m'a jamais séduit. J'ai eu un Wrangler il y a des années et je l'ai apprécié. À l'époque du 6 cylindres en ligne 4 litres et de la boîte manuelle, Jeep était simple, conçu ainsi. Mais les choses ont changé. Le pire Jeep imaginable, et je ne comprends pas que des gens l'achètent. Ça me sidère, c'est le Jeep Grand Cherokee 4XE. Un moteur 4 cylindres turbo de 2 litres associé à une motorisation électrique avec un moteur électrique pour produire une puissance combinée de 375 chevaux. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un penserait qu'un moteur 2 litres suffirait à déplacer ce mastodonte de véhicule. Mais ce n'est pas seulement la taille massive du véhicule. Ce n'est pas juste parce que c'est un hybride rechargeable. Cette technologie existe déjà partout dans l'industrie. Demandez à Toyota. Ils ont créé beaucoup de produits qui, honnêtement, sont vraiment au point. Et ce n'est pas un problème pour Toyota, Honda et certains de ses constructeurs. Mais quand Jeep et certains produits de Stellantis se lancent dans l'électrification, vous savez qu'il va y avoir des problèmes. Certaines mises à jour à distance ont carrément rendu certains de ces véhicules inutilisables. Et cela ne concerne pas seulement la Jeep Grand Cherokee. Le Wrangler existe aussi en 4XE avec des problèmes similaires. Et ce n'est pas tout. La Jeep Grand Cherokee devrait être simple et fiable pour les longs trajets, mais ce n'est pas le cas. L'hybride rechargeable ajoute de la technologie, donc probablement des soucis, et je l'ai souvent constaté. As-tu entendu parler de ce rappel massif de plus de 320 000 véhicules qui risquent de prendre feu à cause de problèmes internes de batterie? Ils ont dit de ne pas garer ces voitures dans votre garage, mais loin du bâtiment. Pourtant, beaucoup veulent tant garder leur voiture propre et à l'abri l'hiver. Et penser que tu dois la garer loin de la maison juste parce qu'elle pourrait prendre feu spontanément et transformer ta maison en briquette de charbon? Ouais, non merci. Un autre problème semble concerner les modèles de 2022 à 2026 qui pourraient soudainement perdre de la puissance. Tu roules sur la route, tu veux accélérer, t'insérer sur l'autoroute, et puis tout s'éteint. Qu'est-ce qui se passe là? Une perte soudaine de puissance peut venir d'une réinitialisation, d'un problème interne ou d'une batterie faible. Cela entraîne une perte de propulsion. Ce sont des ordinateurs qui peuvent parfois planter totalement. Parfois, ils redémarrent, se réinitialisent, bug et cessent de répondre. C'est ce qui arrive à certains. L'instabilité générale du système cause divers problèmes. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un veuille s'infliger un tel niveau de complexité. Ce moteur était d'ailleurs réputé pour contenir du sable résiduel. C'est ça. Il paraît même qu'il n'a pas été correctement nettoyé, ce qui a entraîné dans certains cas le remplacement complet des moteurs. Je n'arrive même pas à y croire. Ça me sidère que quelqu'un veuille acheter un tout nouveau Jeep Grand Cherokee 4XE, c'est absolument choquant. Qu'est-ce qui ne va pas avec les anciens? Tu te souviens du 360 pouces cube? Donne-moi un de ces vieux émis, mets-le là-dedans, et là tu as peut-être quelque chose. Ou alors, pourquoi pas un 5,7 avec une boîte manuelle? Ici, tu as un Jeep conçu pour les vrais passionnés de la marque. Mais non, à la place, ils essaient de monter en gamme, d'essayer de créer un produit qui tente maintenant de rivaliser dans le segment des voitures de luxe, avec des modèles comme la BMW X5 et l'Audi Q7, et pourtant ils n'y arrivent pas. Le second, ce n'est pas du luxe, c'est clairement de l'import. Volkswagen. Je n'arrive pas à croire que les pires modèles de Volkswagen, l'ID4 et l'ID Buzz, n'en parlons même pas. Je veux dire, personnellement, je n'arrive même pas à croire que des gens achètent de ça. Je veux dire, ils sont tellement extraordinairement chers. Avec une autonomie moyenne et divers soucis liés à l'électrification, pourquoi quelqu'un en voudrait-il? Cependant, ce n'est pas le véhicule le plus problématique de la gamme Volkswagen. En réalité, c'est le Volkswagen Teos, qui est presque littéralement une véritable catastrophe sur roue. C'était tellement mauvais, en fait, que leur boîte de vitesse à double embrayage qu'ils avaient lancée au départ a été remplacée parce que les gens se plaignaient qu'elle était brutale, saccadée, agressive et sujette aux pannes. Ils ont finalement mis une boîte automatique à convertisseur de couple, mais c'était trop peu, trop tard. Le reste du véhicule est un échec annoncé. Consumer Reports classe Volkswagen parmi les marques les moins fiables de l'industrie cette année. En plus, le Teos est vraiment le pire modèle de la marque. Selon Autonub, c'est l'un des pires véhicules pour le nombre de problèmes sur 100 véhicules. La plupart des véhicules, comme ceux de Honda et Toyota, se situent, vous savez, entre 100 et 140 problèmes pour 100 véhicules. En d'autres termes, cela fait en moyenne 1,5 problème par véhicule si on répartit ça. Eh bien, devinez quoi?
Le Volkswagen Teos est autour de 300. Avoir plus de 3 problèmes par véhicule signifie que vous allez passer la grande majorité de vos journées assis dans la salle d'attente de l'atelier, juste à attendre que votre véhicule soit diagnostiqué et peut-être réparé. Avec des problèmes de transmission, des hésitations et des à-coups, et bien sûr même le moteur 1,5 litres qui cale, c'est un moteur 4 cylindres qui n'est vraiment pas un excellent moteur. De nombreux problèmes surviennent. Soucis électriques, ennuis d'infodivertissement, nombreux voyants moteurs pour des pannes aléatoires, sondes lambda. Beaucoup proviennent de l'encrassement au carbone, et ce moteur EA211 est l'un des pires chez Volkswagen. Parce que même si ce moteur 4 cylindres turbo de 1,5 litres développe 158 chevaux et environ 184 livres-pieds de couple, ça semble suffisant. Mais honnêtement, la cylindrée est bien trop faible. Tu te souviens de ce qui s'est passé avec Honda et leur moteur 1,5 litre ? Oui, des problèmes de dilution d'huile et de carburant, d'encrassement au carbone, de joints de culasse, tous de gros soucis. Devine quoi ? Oui, la Teos suit Honda. Même avec une boîte automatique à 8 rapports sur la traction avant ou une DSG à 7 rapports en intégrale, aucune n'est vraiment géniale. C'est un véhicule d'entrée de gamme. Je comprends. Tu n'auras pas le haut de gamme en achetant l'entrée de gamme. Pourtant, regarde Toyota. La Corolla, pourtant abordable, est l'un de leurs modèles les plus fiables, et ils ne l'ont pas traité comme une simple entrée de gamme. Ils ont conçu un véhicule fiable, sachant que les propriétaires pourraient rouler avec pendant des centaines de milliers de kilomètres. Que se passe-t-il, Volkswagen ? Inspire-toi de Toyota. Volkswagen fait aussi face à des défis et rappels. Ce modèle est l'un des plus problématiques, non seulement pour Volkswagen, mais pour l'ensemble de l'industrie. Et même s'ils ont l'air mignons, ils posent en fait plus de problèmes qu'ils n'en valent la peine. Honnêtement, je continuerai simplement mon chemin, si tu vois ce que je veux dire. Passons au numéro 3, à l'Audi Q4 e-tron. Qu'est-ce qui se passe avec ce modèle ? Nous connaissons les problèmes de qualité. Électronique, bugs, infodivertissement, dysfonctionnement et batterie. Oui, Audi a eu plus que sa part de problèmes. Et le groupe VAG en général, avec Volkswagen, Audi, Porsche, tous ont du mal à avancer dans l'électrification. Nous savions qu'ils voulaient aller trop vite. Maintenant, ils font désormais face à une chute massive de leurs bénéfices. En fait, Porsche a même perdu 99% de ses bénéfices ici l'année dernière simplement parce qu'ils ont voulu aller trop vite, mettre tous leurs œufs dans le même panier et aussi surfacturer certains de leurs modèles phares comme la 911. Cela a creusé un fossé sur le marché entre les privilégiés et les autres. Ceux qui en ont les moyens achèteraient une GT3 RS à 400 000 $, les autres un Macan, désormais uniquement électrique. Que se passait-il là-bas ? Et selon Consumer Report, l'Audi Q4 e-tron est littéralement l'un de leurs pires modèles et il est en dessous de la moyenne des prévisions de fiabilité. Le pire, c'est que les modèles d'origine continuent d'avoir les mêmes problèmes encore et encore. Ces problèmes que vous pensiez voir résolus au départ persistent toujours. Et beaucoup de propriétaires ont encore du mal à conduire ces Q4, ils essaient de les faire reprendre. Honnêtement, la plupart des propriétaires de Q4 qui louent leur véhicule se disent « On l'a échappé belle », parce que ceux qui les ont réellement financés et achetés comptant, eux doivent en faire face à des problèmes persistants comme des soucis d'infodivertissement, des problèmes de recharge, des voyants d'alerte, des plantages du MMI, des incohérences dans les capacités de recharge et l'assistance à la conduite. Des bugs comme l'affichage tête haute et les fonctions d'alerte de franchissement de ligne n'ont jamais vraiment parfaitement fonctionné. Comme déjà mentionné, la Volkswagen ID.4 n'est pas non plus un excellent véhicule. Ce modèle utilise la même plateforme MEB que l'ID.4 avec propulsion arrière à un moteur ou transmission intégrale à 2 moteurs. Vous avez soit 201 chevaux, soit un impressionnant 295 chevaux. On peut obtenir ça avec une Civic Type R de nos jours. Et avec une autonomie pouvant atteindre 250 miles, soit environ 400 km, c'est vraiment limite, au mieux. Ça ne bat certainement aucun record et ne rivalise pas avec les modèles grande autonomie de Tesla. Je n'arrive pas à croire que des gens achètent ce véhicule. Si vous souhaitez économiser, vous pouvez choisir Volkswagen pour ce produit. Mais franchement, les moteurs à combustion existent depuis longtemps. Et ces constructeurs qui ont essayé de précipiter la production de ces véhicules électriques rencontrent aujourd'hui les problèmes que nous voyons avec beaucoup de ces Audi. Je n'arrive toujours pas à croire que les gens continuent d'acheter ces Audi Q4 e-tron. Le numéro 4 revient à Mercedes-Benz. Maintenant, j'aime bien certaines Mercedes-Benz, mais je pense, d'après mon expérience et mon avis personnel, qu'elles ne sont plus fabriquées comme avant. Elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Assemblées avec des clips et fixations qui finissent par se détacher, puis grincent et vibrent avec le temps et les kilomètres. Et elles ont tout simplement pas la solidité des véhicules comme la 211 ou la 204 à l'époque. Ce sont juste des voitures qui roulent. Elles ont un super look. Elles offrent toutes les fonctionnalités, mais la qualité et la solidité sont décevantes. J'ai toutefois mis le QB sur la liste. Là, c'est vraiment le pire.
Vous prenez une version électrifiée de l'un de leurs véhicules d'entrée de gamme, le GLB, qui est leur petit SUV carré. Ils ont donc converti ce modèle et proposent un produit appelé l'EQB, qui est essentiellement leur petit véhicule électrique compact. Il y a eu un gros problème avec ces véhicules, entre 2024 et 2026 avec des risques potentiels d'incendie liés aux batteries. Plus de 12 000 véhicules ont été rappelés à cause d'un risque d'incendie lié à des défauts internes. Nous avons aussi entendu parler de problèmes similaires avec de nombreux produits, dont les 4 Dixot, les Jeeps et même BMW. Leurs hybrides rechargeables, la 45e et la X5, ont aussi connu ces problèmes avec leurs batteries Samsung présumées. Défauts internes, court-circuit, surchauffe et risque d'incendie. Mercedes-Benz aurait recommandé de garer les véhicules dehors et de limiter la charge à 80%. Tout ce que je peux dire, c'est que cela recommence. Vous êtes en train de me dire que je ne peux pas garer mon véhicule tout neuf à 100 000 $ dans mon garage pour le protéger de tout le vandalisme qui existe aujourd'hui et le mettre à l'abri des intempéries ? Si je dois le garer à un pâté de maison de chez moi juste pour éviter de risquer de brûler ma maison, alors là, on a un problème. Et c'est clairement un véhicule que j'éviterai. Donc au début, Mercedes a intensifié la situation. Ils ont suggéré une mise à jour logicielle pour limiter la surcharge, mais cela s'est transformé en remplacement complet de la batterie. Malheureusement, cela ne se limite pas à ces problèmes de batterie. Vous savez, des petits problèmes électroniques, des bugs électriques, tous les autres programmes d'assistance au maintien de voix. Et tous les capteurs embarqués posent vraiment problème dans les Mercedes modernes, d'après mon expérience personnelle comme nous l'avons vu sur la classe C. Et cela semble se retrouver sur beaucoup d'autres modèles comme celui-ci. Bruits à l'avant, problèmes électriques, défauts, code d'erreur. Et ce que nous voyons avec des véhicules comme l'EQB, heureusement, il n'y a pas de problème de soupape PCV à gérer ici, mais tous ces problèmes liés à l'électrification, tous ces capteurs et les programmes d'assistance à la conduite continuent d'être quelque peu problématiques. Donc, certaines personnes voient l'avantage de l'autonomie allant jusqu'à 425 km. Vous avez plusieurs motorisations différentes, le EQB 300 qui vous offre environ 225 chevaux. Vous pouvez atteindre presque 285 chevaux avec le EQB 350. Les 425 km, ce n'est pas mal. Ça vous permet de vous déplacer et c'est très fonctionnel. Mais encore une fois, devoir garer son véhicule à l'extérieur avec une voiture de luxe moderne, ça ne me convient pas vraiment. Avec tous ces problèmes d'électrification, non seulement chez Mercedes, Audi, Porsche et autres, il reste difficile de comprendre pourquoi. Les gens essaient de se précipiter pour adopter certains de ces véhicules électriques, pensant qu'ils vont économiser $1, mais ils dépensent 1 000 $ pour essayer de résoudre ces autres problèmes. 5, c'est le Range Rover. Oui, pour 2022 à 2026, le Range Rover standard. Vous aviez quelques moteurs, le 6 cylindres en ligne 3 litres avec hybridation légère, ou bien vous pouviez avoir le V8 biturbo 4,4 litres de BMW, bien sûr. Maintenant, avec ce véhicule, c'est le N63 ou une variante de celui-ci, et on sait tous ce qui se passe avec le N63. Même s'il a été grandement amélioré, il est bien meilleur que les premières générations. Vous avez toujours des problèmes de décharge de batterie. Vous avez encore une consommation d'huile potentielle liée au hot V et à la chaleur supplémentaire qui se dégage dans la partie supérieure du moteur. Vous retrouvez la grande majorité des problèmes électriques que vous aviez sur les anciens modèles de beaucoup de ces véhicules dans la gamme Range Rover. Des pannes de suspension pneumatique pouvant coûter 3 à 4 000 $ par roue. Vous sortez et l'arrière touche le sol. Oui, c'est le système de suspension pneumatique. Au final, vous devez remplacer les coussins pneumatiques et faire plus de diagnostic, ce qui signifie encore plus de temps, au garage. Même avec ces véhicules de luxe, on dirait qu'il faut les revenus du roi et de la reine d'Angleterre pour pouvoir encore se les permettre. Les pannes électriques liées à la porte et à d'autres capteurs font que vous êtes constamment en train de deviner, d'observer, d'essayer de diagnostiquer, de brancher votre lecteur de code OBD, d'essayer de comprendre quels sont ces nouveaux problèmes qui apparaissent presque chaque semaine. N'oublions pas les soucis classiques de BMW. Fuite d'huile, de liquide de refroidissement et problèmes de boîtier de filtre à huile. Et beaucoup de ces problèmes que nous connaissons du côté de BMW se retrouvent tout simplement ici. Je veux dire, avec le moteur V8 qu'ils ont directement pris dans le catalogue de pièces BMW, tu vas aussi avoir tout ce qui va avec. Fuite de liquide de refroidissement, raccords en plastique qui fuient, pompe à eau, thermostat, toutes ces pièces lâchant souvent entre 80 000 et 110 000 km, donc tu jongles sans cesse. Mais ce n'est pas grave. Il y a une bonne nouvelle, car selon mon expérience, le reste du véhicule n'atteindra même pas 100 000 km bonne chance. Consulte les petites annonces et tu verras combien de ces voitures dépassent réellement 80 000 km. Je pense que tu serais surpris. Le numéro 6, c'est un véhicule à notre époque, tu sais, où l'espace semble limité et où il y a tellement de bonnes options pour les véhicules de luxe.
Ça me choque toujours que les gens continuent d'acheter la BMW série 7. Bien sûr, tu peux avoir un excellent moteur. Tu as le B58 dans certaines versions, comme la 740i, et je dis toujours, partout où tu peux avoir un B58, au moins la transmission joue en ta faveur. De plus, la boîte auto ZF à 8 rapports est agréable à conduire. Donc, dans la 740 au moins, les éléments mécaniques de conduite sont raisonnables. Il existe un problème potentiel avec les systèmes à 4 roues motrices, en particulier au niveau des boîtiers de transfert, où certains éléments lâchent juste après la garantie. Acheteurs, soyez vigilants face aux problèmes de boîtier de transfert. Mais c'est encore pire avec la 760 où vous avez maintenant affaire à ce moteur V8 biturbo traditionnel de 4,4 litres hot V. Encore une fois, vous allez rencontrer davantage de ces problèmes que l'on retrouve souvent sur les Range Rover et certaines anciennes BMW. Consommation d'huile, usure potentielle des guides de soupape, turbo, plastique sous le capot, pompe à eau, thermostat, conduite d'huile, conduite de refroidissement, tout y passe, les problèmes sont partout. Ils ne sont pas brutalement peu fiables, mais leur complexité rend chaque intervention ou entretien très coûteux, se chiffrant en milliers de dollars. Rassurez-vous, BMW s'est amélioré récemment et des rapports de consommateurs le classent bien plus haut. Il grimpe petit à petit dans les classements et bien sûr il dépasse même des marques comme Acura et Honda. Cela dit, ce ne sont pas ces modèles-là qui leur permettent d'atteindre ces positions. Ce sont le moteur B58 et les séries 3 et 4 qui élèvent BMW, ainsi que les B48 avec leur moteur turbo 4 cylindres. Ces moteurs sont conçus pour le luxe et la puissance, mais cela a un prix. L'électronique, les petits soucis, les bugs et l'ampleur même de ce véhicule, c'est un véritable mastodonte. Étonnant que certains achètent encore ces modèles. Passons au numéro 7, Lexus. Incroyable que ce soit sur la liste, alors que beaucoup pensent que toutes les Lexus sont fiables. Et je dirais en grande partie que si vous prenez un lève-moteur et que vous retirez ce moteur à l'avant du LX600, le reste du véhicule est incroyablement fiable. Et j'ai toujours soutenu cela. Lexus fabrique un excellent produit. Toyota s'est toujours concentré sur la fiabilité et c'est l'une de leurs principales forces. Le problème, malheureusement, c'est que les anciens modèles LX, comme les 570, étaient excellents. Ils avaient le V8 atmosphérique du Tundra, réputé indestructible, mais cela a changé. Désormais, ils misent sur le biturbo et un V6 de 3,4 litres, et soyons honnêtes, les rappels ont été stupéfiants. Vous savez, avec le Tundra et le LX600, maintenant le GX550, retenez bien, il est probable que le Toyota Sequoia s'ajoute à cette liste. Le LX600, lui, présente trop d'inconnus pour l'instant, il n'est pas aussi éprouvé ni fiable. Ce n'est pas aussi prévisible que l'ancien moteur 5,7. Maintenant, il se peut qu'un jour ça le devienne, et il se pourrait même que je le recommande dans l'une de mes listes à l'avenir. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. À cause de tous ces problèmes de moteur, je suis surpris que les gens ne se détournent pas de ce modèle. C'est incroyable, il est magnifique. Avec un prix bien supérieur à 100 000 pour acheter ces véhicules, vous risquez d'avoir juste un bel ornement de pelouse. Le LX600 est une Lexus. Je n'arrive pas à croire que des gens achètent encore ça aujourd'hui. J'attendrai au moins d'avoir le feu vert total pour voir qu'il n'y a plus de rappel et qu'ils ont vraiment trouvé la source du problème. Et ce n'était pas seulement ces particules dans le moteur à l'origine des problèmes. Ils ont compris, ont découvert, et là, c'est le moment de vérité. Vous pourriez alors me voir conduire un de ces véhicules. Je n'arrive toujours pas à croire que des gens achètent le LX600. Le suivant est un constructeur, et il n'est pas étonnant qu'il soit presque hors du marché. Vous savez, Nissan, Infiniti, ils ne vont pas bien. Ils multiplient les remises surtout. Et c'est vrai, les voitures comme les Nissan Z sont très amusantes. Je suis content de voir que la Nismo sort maintenant avec une boîte manuelle à 6 vitesses. C'est une voiture amusante pour les passionnés. Je soutiens ça. J'adore la GT-R, les R35 ce sont de super voitures, mais l'Ultima et leur Rogue c'est nul. Mais maintenant, on parle d'Infiniti et du QX50 ou du QX55. Oh mon Dieu, que fait-on ici avec ce moteur à compression variable, un 2 litres turbo avec des articulations et liaisons? Qu'a-t-on contre une bielle standard? On l'utilise depuis des décennies. Mais les gens se disent, d'accord, c'est innovant. Ils ont ce nouveau moteur à compression variable très innovant. Devinez quoi? Ajoutons aussi un turbo et une injection directe. Et vous savez quoi? La cerise sur le gâteau? Mettons aussi une transmission CVT là-dedans. Quoi? Et il n'y a rien d'étonnant à ce que ces marques sènent du mal. Pourquoi ces 1,5 et les Rogue, ou les deux modèles phares, les QX50 et QX55 ont du mal à se vendre? J'étais au centre commercial l'autre jour et il y en avait un exposé dans la galerie, il faisait prendre de la pub et on pouvait accéder via un code QR. Je me souviens avoir regardé ça en me disant « Eh bien, regarde leurs offres de location. Je n'arrive pas à croire que personne ne s'en approche. » Je suis ensuite allé chez Toyota pour voir Lexus, mais leurs incitations étaient bien moindres, rien de comparable.
On pourrait presque préférer acheter une Infiniti, mais c'est là le piège. Et les gens continuent d'en acheter parce qu'ils les achètent à cause de ces offres. Infiniti et Nissan proposent intelligemment des offres tellement alléchantes pour acheter leurs produits. Mais les boîtes CVT dont ces véhicules sont équipés, une fois que la garantie est terminée, tu pourrais te retrouver avec une facture de réparation de 1 000 $ juste pour régler ce problème. En plus de ça, on sait qu'il y a un énorme rappel en ce moment pour ces moteurs à compression variable, les roulements, les pannes moteurs. Waouh, c'est tout simplement catastrophique. Avec tous ces problèmes majeurs, moteurs, transmission, que reste-t-il ? L'électronique ? Oui, aussi des soucis. Système d'infodivertissement et autres soucis électriques. Pourquoi les gens achètent-ils ces véhicules ? Je pense que les gens doivent voter avec leur portefeuille et dire « Écoutez, ça suffit. Nous n'achèterons pas votre produit tant qu'il ne sera pas fiable, performant et compétitif par rapport à l'industrie. » Et avec tout ça, peut-être que vous voulez simplement un petit camion simple. Les meilleurs camions que vous pouvez trouver sur le marché et les meilleures voitures neuves que vous pouvez trouver dans le segment des voitures de luxe sont là. Allez voir. Vous allez adorer. J'espère vous revoir tous très bientôt, tout le monde. On se reparle à ce moment-là. Au revoir.